Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 30 octobre 2025, c'est notre bulletin numéro 262 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Pourquoi il faut le faire? C'est non seulement pour nous suivre et aussi c'est pour récupérer la carte, parce que vous êtes nombreux à me demander si je peux partager la carte qui se trouve à la fin de mes bulletins systématiquement. Et en fait, il y a un moyen. Donc, il y a un fichier que je mettrai à disposition sur Tipeee, Patreon ou le canal Telegram payant. Vous téléchargez le fichier et après vous allez sur map.army, donc soit sur le site internet et après vous pouvez charger la carte, en fait le fichier que je vous ai envoyé, soit vous pouvez même télécharger une application, c'est comme ça que moi je travaille, et là aussi vous pouvez télécharger la carte sur cette application. Voilà, donc je ferai donc une fois par semaine au moment du bulletin, j'enverrai la carte mise à jour, et puis une fois par mois, parce qu'en fait vous êtes aussi nombreux à me demander pour voir la progression de l'armée russe, est-ce qu'on pourrait avoir une carte avec la ligne de front par exemple il y a un mois par rapport à maintenant. Et donc, c'est ce que je fais en fait dans mes conférences privées. Hein. Ceux qui y assistent d'ailleurs le savent. Donc, je ferai ça également. Je mettrai ça pour nos abonnés. Et je pense qu'à la fin de l'année, je ferai un récapitulatif sur la progression de l'ensemble de l'année. Et on verra que c'est significatif. Et surtout qu'en ce moment, comme on va le voir, enfin, encore une fois, à la fin de cette vidéo, l'armée russe là accélère, est passée à la vitesse supérieure. Voilà. Sinon, évidemment, abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde, donc le magazine, et procurez-vous l'excellent livre de Laurent Onzon sur les néoconservateurs. C'est fondamental pour savoir qui tire les ficelles depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, ces idéologues qui ont mis notre monde, à feu et à sang. Ce qui m'a plu cette semaine, c'est l'interview de Nigel Farage sur le Bloomberg. Donc, je crois que l'interview est disponible gratuitement. Et c'est intéressant puisque, comme on le voit sur ce tableau, le parti de Nigel Farage, le Réforme, est largement en tête. Si demain il y avait des élections en Angleterre, ce serait le candidat nationaliste qui l'emporterait. Donc ça correspond à cette poussée nationaliste dans quasiment toute l'Europe, sauf malheureusement en France où tout a été confisqué par le régime en place. Mais voilà, donc c'était intéressant d'avoir les considérations de Farage, qui reste très prudent sur la Russie, mais dont on sait par différentes déclarations plus anciennes qu'il pense aussi que l'Angleterre ferait mieux de s'occuper de ses problèmes intérieurs plutôt que d'aller semer la mort et la désolation au centre de l'Europe. Voilà, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on lui demande si c'est un homme de foi, donc il répond qu'il est anglican, mais il est effondré par ce qui est devenu l'église anglicane, et que s'il pratiquait régulièrement, finalement, il rejoindrait l'église catholique. Donc voilà, c'est une excellente chose. Très bonne interview. En tout cas, même si vous n'aimez pas Nigel Farage, il faut quand même s'intéresser à lui parce qu'il pourrait devenir, sauf s'il se fait assassiner, c'est ce que me disait un de mes amis anglais, il pourrait devenir une personnalité de premier plan en Angleterre, pourquoi pas un Premier ministre. Ce qui m'a plu également, c'est sur la chaîne YouTube de Front Populaire, c'est l'interview d'Étienne Campon qui a publié un livre sur Emmanuel Macron qui s'appelle Le Président Toxique. Comme l'a dit un de mes amis qui m'a recommandé, il m'a dit en fait c'est encore pire que ce qu'on imaginait. Donc à écouter, voir le côté pervers et tordu du président français, qui a été mis en place par le système, par ses réseaux, par des gens que lui-même a renié, puisqu'il n'a aucune loyauté, aucune fidélité, comme Alain Minc, qui l'a insulté il y a pas très longtemps. Et puis, en revanche, effectivement, comme l'avait dit encore une fois la personne qui me l'a recommandé, dans ce livre, il manque deux choses. C'est la sexualité d'Emmanuel Macron. On aimerait bien savoir à quoi correspondent ces comportements étranges. Et puis, la drogue, notamment ce passage sur le train Varsovie-Kiev. Voilà, là-dessus, on regrette un peu que l'auteur n'ait pas creusé. Mais en tout cas, pour voir à quel point ce personnage est pervers et mauvais et nous déteste, je pense que ce livre est une lecture nécessaire. Mais passons maintenant à l'économie et bien sûr n'oubliez pas de venir investir en Russie. On a des choses très intéressantes à vous proposer, ouverture de compte et puis plus de détails. Pour ça, il faut aller voir en description de cette vidéo.
Le 19e paquet de sanctions donc a été pris, on en a un petit peu parlé la dernière fois en ce qui concerne les tankers, donc ça ne changera rien. Les sanctions américaines d'ailleurs sur Lukoil et Rosneft non plus, de ce que j'avais analysé la dernière fois, c'est-à-dire qu'en plus ça inquiète les marchés et donc ça fait augmenter le prix du pétrole, donc la Russie va gagner plus d'argent. Ça a été analysé dans quasiment toute la presse anglo-saxonne, la presse économique en tout cas. On le retrouve dans Bloomberg, on le retrouve cette analyse sur Reuters, on le retrouve à dans différents magazines. Et pour revenir au 19e paquet de sanctions, ce qui a bien fait rire ici en Russie, c'est l'interdiction de l'exportation des toilettes. Voilà. Vous n'avez plus le droit d'importer des toilettes en Russie. Là, on touche le fond, c'est le cas de le dire. Et donc, ça a bien fait rire, évidemment, les Russes, notamment Vladimir Poutine. Ça a moins fait rire les marques italiennes, qui sont les principaux fournisseurs. Hein. Ils estiment la perte à 140 millions d'euros. Mais c'est pas grave, ce sera Giuseppe qui paye. Hein. En France, c'est Nicolas. En Italie, c'est Giuseppe. Ça, c'est une chose. Et autre sanction très intéressante et très symbolique et très révélatrice, c'est l'interdiction aux agences de voyage européennes de proposer des voyages en Russie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne faut pas que, comme je l'ai souvent dit, le Parisien sorte de sa poubelle à ciel ouvert pour venir à Moscou et voir cette ville énorme de 13 millions d'habitants parfaitement fonctionner, parfaitement propre, parfaitement sécurisée. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. La hantise pour la classe dirigeante européenne, c'est que les Russes viennent voir à quoi ressemble l'Europe, notamment l'Europe occidentale, et que les ressortissants européens viennent voir réellement la vie réelle, non seulement à Moscou, mais à Kaliningrad, à Sochi, Adler, etc. Toutes ces villes ultra-modernes, parfaitement bien aménagées. Voilà. Donc ça, c'est très révélateur de l'inquiétude de la classe dirigeante européenne face au monde réel, et ça veut dire qu'en tout cas, une partie de cette classe européenne est parfaitement consciente de l'état réel de l'économie russe, de l'état réel de leur propre économie, et que bien sûr, ce n'est absolument pas comparable. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous, on n'est pas concernés puisque notre société n'est pas enregistrée au sein de l'Union européenne. Donc si vous voulez profiter de voyages pour découvrir le Noël en Russie, eh bien, n'hésitez pas à aller voir en description de cette vidéo. Économie toujours, et d'après Roscosmos, donc c'est l'équivalent de l'agence spatiale européenne, eh bien le Starlink russe pourrait commencer à fonctionner d'ici la fin de l'année. Donc les premiers satellites ont été mis en orbite. Hein, c'est un projet, on en avait commencé à en parler, si je me souviens bien, fin 2022. Les Russes se sont rendus compte de l'importance de Starlink. Hein, sans Starlink, l'armée ukrainienne n'aurait pas de transmission, tout simplement, tout serait brouillé par les Russes. Et je l'ai vu sur le front quand j'y étais, les troupes russes utilisent également Starlink. Donc finalement, c'est une solution technologique qui doit devenir souveraine, et les Russes ont lancé leur propre programme et visiblement, ça se passe bien. Donc à suivre, donc restez sur Stratpol, on vous dira quand on pourra se connecter. Technologie toujours, et cette fois on parle de coopération dans le domaine de l'aéronautique civile entre l'Inde et la Russie, comme nous l'avons dit. Donc désormais la Russie produit ses propres avions. Le premier Superjet 100 New, c'est-à-dire 100% russe, a fait donc la première production, le premier appareil de série a été produit et a fait ses tests. Donc petit à petit, la Russie va se doter de ses propres avions. Il y a également le MS-21 dont la production série devrait démarrer dans le deuxième semestre de l'année prochaine, et il va falloir développer les capacités de production parce que, comme nous l'avons dit, effectivement, la demande est énorme, notamment dans le domaine de la motorisation. Les moteurs d'avions civils, c'est quelque chose de très compliqué. L'équivalent de l'Airbus A320 chinois a des moteurs qui sont franco-américains, donc ils ne sont pas souverains, et la Russie peut proposer un moteur alternatif. C'est un domaine dans lequel la Russie est extrêmement performante. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre que les menaces de Washington contre l'Inde ou de l'Union européenne contre l'Inde ne fonctionnent absolument pas. Économie encore, vous vous souvenez, c'est des spécialistes qui nous expliquaient que le front souverain russe était quasiment vide. On pense bien sûr à Alain Bauer qui reçoit ces informations directement du grand architecte, mais également les réserves de change russes, donc notamment puisque 250 milliards à peu près sont bloqués majoritairement par Euroclear, donc en Belgique, ces fameux avoirs russes que certains au sein de l'Union européenne rêveraient de pouvoir voler pour le donner à l'Ukraine et pouvoir récupérer leur part. Ça aussi, on va en parler, c'est loin d'être gagné. Mais donc, ces réserves de change,
ont battu un record assez incroyable, c'est-à-dire qu'elles ont atteint 740, l'équivalent, parce qu'il n'y a plus de dollars dans les réserves de change, 742 milliards de dollars. C'est-à-dire que même si vous enlevez les 250 milliards qui ont été volés, les réserves de change russes sont très importantes. Pourquoi cette augmentation de plus de 100 milliards par rapport au début de l'opération militaire spéciale? Eh bien, c'est vraisemblablement la réévaluation de l'or. Ce qu'il faut noter, et j'en avais déjà parlé, c'est que jusqu'au début de l'opération militaire spéciale et des sanctions de l'Union européenne contre la Russie, eh bien 45%, près de 45% de ces réserves étaient en euros. Voilà. Et donc l'euro devenait petit à petit une valeur refuge, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Et désormais, l'essentiel donc de ces réserves, eh bien, il y a du rouble, du yuan et de l'or. Voilà, sur l'économie russe, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la directrice de la Banque centrale, Madame Nabiullina, continue à faire des siennes et menace de ralentir la baisse des taux d'intérêt parce qu'il y a de l'inflation. Donc ça, je ne vais pas revenir sur le discours que je tiens, mais je peux vous dire que la situation économique, à cause de Madame Nabiullina, devient vraiment préoccupante parce que les usines ferment, parce que plus personne ne peut emprunter à un taux normal. Donc ça, c'est vraiment inquiétant. Autre inquiétude qu'on voit chez les grands groupes européens, c'est la menace qui pèse de voler donc, les actifs russes. C'est en effet le décret du 30 septembre 2025, donc, qui était signé par Vladimir Poutine et qui en fait prévoit que le gouvernement russe pourra récupérer l'argent qui leur a été volé par l'Union européenne, les grandes puissances européennes qui ont vendu des obligations à la Russie. Eh bien, la Russie pourra récupérer ses obligations en nationalisant les actifs européens en Russie. Donc c'est pour ça que, évidemment, les grands groupes européens, les investisseurs européens en Russie sont très inquiets. C'est-à-dire, en fait, la solution qui serait imaginée par Bruxelles, c'est qu'on gage l'argent qu'on va prêter à l'Ukraine sur les actifs russes. Et donc, l'Ukraine ne remboursera que lorsque les Russes paieront des dommages de guerre. Donc, comme si les Russes qui sont en train de gagner la guerre allaient payer des dommages de guerre à l'Ukraine. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce sera un moyen de faire payer Nicolas, Giuseppe et Helmut, parce qu'en plus, la Belgique, souvenez-vous-en, a dit qu'il était hors de question qu'elle prenne le risque tout seul, puisque, encore une fois, la majorité des fonds sont bloqués à Euroclear, donc, qui est basé en Belgique. Et donc, il voudrait qu'il y ait une décision au niveau européen que, quand les Russes, après la guerre, viendront réclamer leur argent, il n'y ait pas que la Belgique qui soit obligée de payer. Et donc, pour ça, il faut une décision, évidemment, à l'unanimité des membres de l'Union européenne. Et la Slovaquie a déjà dit qu'il est hors de question. La Hongrie, c'est pareil. Et je pense que la Tchéquie, maintenant, avec le nouveau gouvernement Babiš, ce sera pareil. Et donc, c'est très compliqué. Donc, cette décision, souvenez-vous, qui devait être prise jeudi dernier, donc de voler les actifs russes, et finalement n'a pas été prise. Et c'est repoussé au mois de décembre. Et on sent quand même dans la presse occidentale qui était très enthousiaste sur cette solution que finalement on l'est beaucoup moins parce que c'est remettre en cause la propriété privée et c'est remettre en cause la fiabilité de ces pays qui ont vendu des obligations à la Russie, dont la France, eh bien, d'être des emprunteurs crédibles. Voilà. Donc on va suivre ça, c'est extrêmement important. De toute manière, au mois de décembre, il va falloir régler l'affaire du financement de l'Ukraine. Il faut 60 milliards. D'après les estimations occidentales, fin mars, il n'y a plus d'argent. Donc, et ça explique, par exemple, cet article dans le Télégraphe qui dit que la guerre devrait être terminée en avril. Que ça lui fait pas plaisir, encore une fois, comme il le dit, hein, je déteste dire ça, mais la guerre sera terminée en avril, et la conclusion de l'auteur, alors encore une fois, le Télégraphe, c'est le MI6, hein, comme dit économiste, donc c'est pas du tout un organe pro-russe, mais c'est un article réaliste, et il dit que la paix qui va arriver ne va pas nous plaire du tout. Et alors moi, je sens qu'elle va me plaire, mais c'est vrai que l'Occident dégénéré va subir une défaite monstrueuse face à la Russie. Politico-stratégique maintenant, je vous recommande d'aller voir alors lui il appelle pas ça un bulletin, c'est sa chronique, la chronique de Youssef Indy sur l'Afrique comme terrain d'affrontement de l'Occident contre la Russie et la politique qui était suivie par la Russie pour y prendre pied. Donc c'est très intéressant. J'ai bien aimé qu'il fasse allusion notamment au sommet Russe-Afrique
qui a été vraiment le déclencheur de l'accélération du retour de la Russie en Afrique, donc en 2019, et puisque j'avais eu le plaisir d'y assister. Voilà, c'était à Sotchi, c'était un moment très intéressant. Et puis, donc là, il y a d'autres, bien sûr, sommets Russe-Afrique qui ont lieu depuis. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une vidéo très intéressante de Youssef Indy. Sur la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump en Corée du Sud, je vous recommande évidemment les analyses de Laurent Michelon. Donc, ce qu'il en sort, c'est qu'il y a eu un accord, en tout cas l'ébauche d'un accord commercial global. Donc, les Chinois s'engagent à racheter du soja américain. Il y aurait un accord qui serait prêt sur les terres rares, un moratoire sur les sanctions sur la construction navale. Ce qui ressort de manière globale, c'est que il est clair que Washington ne peut pas faire pression sur la Chine. D'ailleurs, il n'est même plus question d'empêcher la Chine d'acheter des hydrocarbures russes. Ce n'est plus au programme. Et on a bien vu que l'homme fort de l'affaire, encore une fois, on a affaire à deux puissances économiquement qui ont un poids énorme, sauf qu'il y en a un, c'est un poids financier, et l'autre, il fabrique des trucs. C'est la Chine. Donc, c'est un poids industriel. Et on voit bien que cette puissance industrielle donne l'avantage clairement à Xi Jinping. Regardez un peu les vidéos qui sont sorties de cette rencontre. On voit très bien un Trump un peu déstabilisé, un peu énervé, et un Xi Jinping parfaitement serein. Voilà, la voie médiane chinoise, et l'emportera toujours sur l'hystérie à l'occidentale. En principe, Donald Trump devrait venir en Chine en avril de l'année prochaine, et sa visite sera suivie par celle de Xi Jinping aux États-Unis peu de temps après. Pour ce qui est de la Russie, évidemment, c'est une très bonne affaire. C'est d'ailleurs comme ça que l'a analysé la BBC, puisque ça veut dire que finalement Donald Trump n'a aucun moyen de faire pression, comme je viens de le dire, sur la Chine pour mettre des sanctions contre la Russie. Donald Trump a également rencontré le nouveau Premier ministre japonais, Takashi Sane, donc, qui est connue comme une nationaliste japonaise. Et là aussi, ils ont signé des accords qui parlent d'un nouveau départ de la relation américano-japonaise. Donc je rappelle que le Japon, comme la Corée du Sud, sont des pays occupés militairement avec des bases américaines sur leur sol. En tout cas, ça s'est bien passé avec Donald Trump, mais le Premier ministre japonais a bien précisé que les questions sur les achats d'énergie à la Russie, je rappelle que Mitsubishi est impliqué dans l'exploitation à Sakhalin 2. Donc tout ce qui est énergie était stratégique. Il était hors de question pour le Japon de limiter ses acquisitions d'énergie à la Russie. Donc ça, c'était une première chose. Et également, une autre information a été annoncée par le gouvernement japonais, c'est qu'il voulait signer un accord de paix avec la Russie. Pour ceux qui l'ont oublié, il n'y a pas eu d'accord de paix signé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que Staline espérait que le Japon bascule parmi les États du bloc socialiste, et que donc, à la limite, il n'était pas opposé au fait de rendre les 4 îles, ce que les Japonais appellent les territoires du Nord, donc les 4 îles des Kuriles. Donc ça aurait été un geste de bonne volonté si le Japon devenait un pays socialiste. De la même manière que lorsque le général de Gaulle, donc en décembre 1944, est allé voir Staline pour lui demander son soutien, il voulait s'emparer de la rive gauche du Rhin pour nous mettre à l'abri définitivement d'une invasion allemande. Il ne l'a pas dit dans ses mémoires, mais on a les archives. Encore une fois, je vous renvoie aux travaux de Georges-Henri Soutou. Eh bien, donc, c'était le vieux but français de la rive gauche du Rhin. Et Staline a dit non. Pourquoi ? Parce qu'il espérait non pas avoir une Allemagne divisée, mais une Allemagne unifiée, socialiste. Et dans ce cadre-là, eh bien, il n'avait pas intention de donner la rive gauche du Rhin à la France. Donc c'est un peu le même principe. Alors en ce qui concerne le Japon, finalement, c'est pas devenu un pays socialiste, au contraire devenu un point d'appui de Washington dans le Pacifique. Et autant en 1945, le Japon aurait été prêt à signer un accord de paix, un traité de paix, en abandonnant la totalité des Kuriles, mais quand finalement les soviétiques ont dit ok, vous ne serez pas membre du bloc socialiste, donc on est prêt à signer un traité de paix, c'est à ce moment-là que les Japonais ont réclamé les territoires du Nord, donc ces fameuses 4 îles Kuriles. Et donc est-ce que le Premier ministre japonais actuel est prêt à renoncer à ces îles ? C'est une question. La Russie avait proposé une coexploitation des richesses potentielles de ces îles. Voilà. En tout cas, c'est plutôt un bon signe. Et encore une fois, ça montre tout de même les limites désormais de l'influence américaine dans pourtant ce qui est considéré comme un État vassal.
Preuve aussi que les pressions américaines ne servent plus à grand-chose pour les pays vraiment souverains. Signature d'un accord entre le Venezuela et la Russie. Donc ça, c'était une nouvelle extrêmement importante puisque le Venezuela est menacé d'invasion par Washington. D'après les spécialistes de la région, peu y croient. On croit plutôt à une tentative de coup d'État. D'ailleurs, il y a eu des arrestations qui ont eu lieu au Venezuela qui laissent entendre que les agents de la CIA qui étaient là pour organiser soit l'enlèvement de Maduro en soudoyant le pilote de son avion, soit en organisant des attentats sous faux drapeau, tout montre que finalement la tradition américaine, c'est plutôt la déstabilisation par des coups d'État, par du terrorisme, par des révolutions de couleur. Je dis tradition américaine, mais c'est également tradition anglaise. Donc voilà, encore une fois, les menaces nord-américaines ne fonctionnent plus vraiment. États-Unis hors d'Europe, c'était un slogan des nationalistes lorsque j'étais jeune, ni Trust ni Soviet, le pouvoir aux Français, c'était le bon vieux temps de la guerre froide. Eh bien, on a entendu une nouvelle qui a été publiée sur le site du ministère de la Défense roumain initialement, qui a annoncé le retrait partiel des troupes américaines stationnées en Europe. Alors je dis bien partiel, par exemple, il y a 1500 soldats américains en Roumanie, il y en aura encore 1000. Mais on peut espérer que c'est le début d'un retrait plus large, plus vaste, et pour nous, ce serait vraiment une bonne chose. Pour l'Allemagne, pour l'Italie, qui sont des pays occupés, ce serait également une bonne chose de retrouver leur souveraineté. On n'est pas souverain quand on a des forces militaires étrangères sur son sol. Voilà ce que l'on peut dire. Politico-diplomatique, enfin, j'ai parlé de Nigel Farage, de la progression de son parti en Angleterre, donc progression du nationalisme en Angleterre, progression du nationalisme en Allemagne, l'Alternative für Deutschland, d'après les derniers sondages, et on voit comme ça a changé sur ce tableau, sur ces cartes, entre février et maintenant, eh bien, c'est que non seulement l'AfD domine en Allemagne de l'Est, ça c'était traditionnel, mais désormais il commence à s'implanter en Allemagne de l'Ouest. Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, ce qui fait que désormais, la CDU-CSU, donc on va dire le centre droit allemand, eh bien, jusqu'à présent était hostile à l'AfD, mais ils sont de plus en plus nombreux à vouloir faire des alliances. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a des élections au niveau des Länder, donc des espèces de régions, et que donc ça pourrait faire des dégâts pour la CDU s'il n'y a pas CSU, s'il n'y a pas d'alliance avec l'Alternative für Deutschland. Donc là aussi, en Allemagne, le nationalisme progresse, et par conséquent, le mouvement anti-guerre. Et on va bientôt se retrouver en Europe le seul pays avec uniquement des partis socialistes, donc de différentes nuances de gauche, comme je décris dans mon bouquin, le livre noir de la gauche française, et à ne pas avoir de parti de la paix. À ne pas avoir de parti de la paix qui veulent tous continuer la guerre perdue d'avance contre la Russie en Europe. C'est bien triste. Armement maintenant, et vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on nous avait vendu le fait que, ça y est, l'Ukraine était capable de produire son propre missile de croisière, bon marché, ce qui finalement ferait l'affaire à la place des Tomahawk que l'Ukraine ne verra jamais arriver. Donc on l'avait expliqué à l'époque, c'est un système qui vraisemblablement est une copie d'un missile anglo-émirati, et finalement, plusieurs articles étaient sortis dans la presse spécialisée qui expliquaient que c'était fort peu probable que l'Ukraine soit capable de produire cet engin. Ça a été finalement reconnu lors d'une interview par Volodymyr Zelensky qui a expliqué qu'il y a eu des retards. Il y a des retards technologiques et des retards dans le financement. Et ce qui est en train de ressortir dans la presse, c'est que finalement c'est une autre manière de Zelensky d'avoir piqué dans la caisse, notamment la société Five Points, qui est censée le produire, était liée à Zelensky, et a priori dans sa vie antérieure dans le monde du spectacle. À vérifier, j'ai pas pu vérifier cette information. S'il y en a qui ont des détails, ça m'intéresse. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le Flamingo, on n'est pas prêt de le voir frapper massivement dans la profondeur du territoire russe, sauf si ce sont, et c'est ce que je pense, des missiles qui sont fabriqués en Angleterre et qui sont livrés au régime de Kiev. Mais je ne crois plus du tout en la capacité du régime de Kiev de fabriquer un matériel un tant soit peu complexe. Encore une fois, le Flamingo, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est un missile subsonique qui sera relativement facile à intercepter, même si certains peuvent passer. Encore une fois, on ne peut pas garantir à 100%. D'ailleurs, sur les frappes dans la profondeur, Sergei Shoigu a annoncé que le système de défense antiaérienne russe arrêtait 99% des attaques ukrainienne. Mais que le problème, c'est qu'il y en avait 1% qui passait. Effectivement, quand il y en a 1% qui passe et qui frappe sur une installation énergétique, sur une raffinerie, ça fait des dégâts.
Armement toujours, évidemment, cette semaine, ce qui a défrayé la chronique, ce sont les déclarations de Vladimir Poutine sur les 2 nouveaux vecteurs de la dissuasion nucléaire russe. Donc le premier vecteur, c'est un missile à propulsion nucléaire, donc qui a fait ses premiers tests, le Bourevestnik, et l'autre, c'est un drone à propulsion nucléaire, donc un drone sous-marin qui peut aller très profondément et qui est absolument intouchable et qui pourrait approcher des grandes villes donc des pays de l'OTAN, donc puisque la plupart des pays de l'OTAN ont des côtes très larges avec des capitales qui ne sont pas très loin de la mer. Donc ça, c'était un peu le but. Pour remettre ça dans le contexte, ce qu'il faut voir, c'est que ces nouveaux vecteurs, en fait, sont la conséquence de la sortie en 2002, c'était, je crois, de George Bush Jr. du traité sur les missiles antimissiles. Donc, au moment de la guerre froide, pour éviter la course aux armements, pour que l'équilibre de la terreur soit respecté, la destruction mutuelle assurée, l'URSS et les États-Unis, qui étaient les 2 grandes puissances nucléaires de l'époque, et qui le sont encore d'ailleurs, s'étaient engagés à ne pas fabriquer de système antimissiles. Ce qui fait que comme ça, il y avait l'équilibre stratégique, l'équilibre de la terreur, et on s'en tenait là. Dans les années 80, il y a eu en 1983 l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan qui a prétendu pouvoir créer un dôme, un bouclier avec des systèmes spatiaux, etc., etc. Ce qui a provoqué finalement une course technologique avec l'URSS, et l'URSS s'est aperçu de nombreux retards, notamment dans le domaine de l'informatique. Le plus habile, c'est que finalement on s'est aperçu que ce projet d'initiative de défense stratégique n'était jamais sorti des cartons, que c'était du bluff, et là les soviétiques se sont fait avoir. Gorbatchev était loin d'être une lumière. Et en 2002, George Bush Jr. a voulu remettre cette idée sur la table, sauf que cette fois, il était vraiment décidé à créer ce système. Donc, avec les systèmes Aegis, avec différentes structures, des systèmes de radars, qui étaient un moyen, évidemment, de braquer des radars et des missiles sur la Russie. Alors, initialement, comme c'était en 2002, la Russie et les États-Unis n'étaient pas en conflit. Donc, c'était censé arrêter les missiles iraniens qui pourraient atteindre les États-Unis en survolant l'Europe. Donc, c'était du grand n'importe quoi. Ou les missiles nord-coréens. Donc c'était surtout un moyen de militariser l'espace européen en mettant des batteries de radar en Pologne ou ailleurs. Le problème, c'est que la réponse russe de l'époque, donc de Vladimir Poutine, qui était déjà président, ça a été de dire nous on a compris que ces histoires de dômes de fer, comme disent les Israéliens, qui s'avaient avéré être un dôme de carton, on n'y croit pas, ça coûte trop cher à développer et ça ne peut pas garantir une imperméabilité totale. Si vous arrivez encore une fois à arrêter 70% des missiles nucléaires, mais qu'il y en a 30% qui passent avec des ogives qui font 1000 fois Hiroshima, ça sert à rien. Donc les Russes ont dit, puisque c'est comme ça, puisque vous sortez de ce traité, on va développer des vecteurs qu'avec vos systèmes de lutte anti-aérien, vous ne pourrez pas arrêter. Donc ça, c'était la réponse officielle de la Russie. Tout le monde a pris ça pour du bluff. Le problème, c'est que Poutine ne bluffe jamais. Et qu'en 2018, il a annoncé que la Russie était désormais capable, à court et moyen terme, de maîtriser ces technologies, que la Russie serait le seul pays à maîtriser. Donc ça a été notamment l'hypersonique, notamment les missiles de croisière hypersoniques que la Russie est le seul à maîtriser, le fameux Kinjal, et puis le missile mer-sol ou sol-sol Tsirkon, qu'on a vu également. Donc les 2 missiles ont été utilisés en Ukraine, donc effectivement ça marche bien, c'est produit en série, et les autres systèmes qui étaient annoncés, c'était le Bourevestnik, donc missile de dissuasion nucléaire avec une propulsion nucléaire, donc qui peut voler éternellement. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut faire le tour de la Terre plein de fois, et puis tout d'un coup, l'ordre peut être donné au missile d'aller frapper la capitale ou un site ennemi avec son ogive nucléaire. Donc c'est un système, comme c'est un système à propulsion nucléaire, c'est un système qui n'est fait que pour transporter une ogive nucléaire, voilà, donc qui sera utilisé que dans ce cadre-là, et également donc pour contrer ces systèmes antimissiles, donc le Poséidon. Si vous vous souvenez à l'époque, je crois que d'ailleurs j'en ai parlé dans mon livre Ukraine. Pourquoi la Russie a gagné, vous aviez les spécialistes comme Pierre Servan qui d'ailleurs ne comprenaient pas vraiment la différence entre un missile de croisière à propulsion nucléaire et un missile balistique nucléaire. Bon, faut pas trop lui en demander. Tout le monde rigolait grassement en disant que les Russes étaient incapables de faire ça, jusqu'à ce qu'on voit arriver l'hypersonique, jusqu'à ce qu'on voit arriver le Rechnik, et finalement, ça fonctionne. Et a priori, donc le test qui a été fait sur le Bourevestnik a vraiment été réalisé, puisque il n'a pas été nié par la partie américaine qui observe sur tout le territoire russe tout ce qui vole, tout ce qui est expérimenté. Voilà. Donc c'est une véritable percée technologique qui, à mon avis, va aller très loin dans la capacité de propulsion
par la motorisation nucléaire. Donc c'est quand même extraordinaire. On peut même imaginer, si on trouve le moyen de régler le problème de la radioactivité, ce que n'avaient pas pu régler les soviétiques et les américains qui avaient testé ces systèmes-là pendant la guerre froide, eh bien, un avion spatial qui pourrait être propulsé par un réacteur nucléaire. Pourquoi pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce qui était dit d'ailleurs à cette occasion, c'est que dans le cadre du programme lunaire sino-russe, eh bien, le nucléaire serait l'énergie qui serait utilisée pour alimenter les véhicules, pour alimenter la base lunaire qui devrait un jour ou l'autre apparaître, si on en croit les déclarations de la Russie et de la Chine. Donc voilà, la Russie montre sa supériorité technologique, montre une fois de plus que Vladimir Poutine ne bluffe jamais et que dans ce cas-là, il vaut mieux l'écouter. C'est ce qu'il avait dit en mars 2018. Vous ne vouliez pas écouter, maintenant vous allez écouter. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait mon meilleur score sur YouTube avec une vidéo que j'avais fait 2 ans après pour faire le bilan de la progression de ces armes. Et j'avais fait plus d'1 million de vues. C'était à l'époque où j'avais ma chaîne YouTube, que je n'ai toujours pas récupérée. Mais je n'ai pas encore reçu de réponse négative, on verra bien. Voilà, pour en finir avec le nucléaire, la Russie a annoncé qu'elle sortait de l'accord nucléaire sur le retraitement du plutonium militaire pour l'utiliser dans le domaine civil. Donc il y avait un accord qui avait été signé entre la Russie et les États-Unis, et comme les États-Unis ne le respectent plus et ne veulent plus le respecter, il n'y a plus d'accord quasiment dans plus aucun domaine, eh bien la Russie s'est retirée de cet accord. Voilà. Bon, il y a des choses qui doivent être négociées dans le domaine nucléaire, on espère au début de l'année prochaine, sur les armes à portée intermédiaire, sur les missiles antimissiles, pourquoi pas de nouveau, et puis sur ces questions-là. Voilà, il faut absolument que la Russie et les États-Unis se reparlent à ce sujet-là, mais on comprend aussi que Washington veuille désormais inclure la Chine dans ces négociations. En fait, il faut des négociations globales. C'était un des projets de Vladimir Poutine qui voulait qu'on refasse un traité de non-prolifération en faisant le point avec ceux qui ont l'arme nucléaire officiellement, ceux qui l'ont sans le déclarer officiellement, ceux qui ne sont pas signataires des accords sur la non-prolifération, etc. Tout cela est extrêmement dispersé. Il faut remettre les choses à table et pourquoi pas, si la paix arrive en 2026, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait faire partie d'un grand accord international dans le cadre de l'ONU en 2026. Empire du mensonge maintenant, et tout de suite le moment bunker. On a un double moment bunker cette semaine, c'est de nouveau Jean-Noël Barrot, écoutez-le. Il se trouve que le mur de Berlin est tombé et que quelques décennies plus tard, Vladimir Poutine a décidé de se lancer dans une course impériale, quasi coloniale, pour reconstituer en quelque sorte l'URSS. Mais nous n'allons pas le laisser faire. Et nous sommes infiniment plus riches et plus forts que la Russie de Vladimir Poutine. Et il le sait. Donc Jean-Noël Barrot est le ministre des Affaires étrangères d'un pays au bord de la banqueroute, qui est en train de se faire dégrader par toutes les agences de notation, il n'y a plus rien dans les caisses, où tous les partis rivalisent de mesures les plus communistes possibles. Mais Jean-Noël Barrot explique qu'il est beaucoup plus riche que la Russie. Je vous renvoie à la première partie de cette vidéo. Donc ça, il est vraiment encore une fois dans son bunker. C'est d'ailleurs les quelques retours que j'ai de quelques contacts que j'ai au Quai d'Orsay. En fait, il y croit vraiment. Il est limité, voire stupide, mais il croit vraiment à cette fable-là. Il y a aussi un point qui est vraiment incroyable, c'est de parler de colonialisme pour la Russie. Donc pour vous rappeler ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine est un pays russophone, majoritairement russophone, en 2014, et il y a un coup d'État qui est organisé par l'étranger pour mettre un gouvernement colonial qui va interdire à la majorité de la population qui s'exprime en russe de parler la langue de ses parents, de parler la langue d'une des plus grandes littératures européennes, une langue scientifique, pour imposer un dialecte qui n'est même pas stabilisé et qui jusque-là était parlé essentiellement dans l'ouest de l'Ukraine et encore. Donc, et en plus imposer une idéologie qui n'a rien à voir avec ce en quoi croit 85% de la population ukrainienne, notamment l'héritage de la Grande Guerre patriotique, etc., etc. Et imposer des héros qui sont ceux de l'ouest de l'Ukraine, Bandera, Chouchkievitch et Melnik, alors qu'ils sont considérés des criminels par la majorité de la population. Et cette majorité de population, systématiquement,
Elle a voté pour faire la paix avec la Russie, pour pouvoir, encore une fois, que l'Ukraine reste un pays, on va dire, multiethnique, multiculturel. Elle a voté pour Poroshenko pour cette raison. Elle a voté à 73% au deuxième tour pour Zelensky pour cette raison, qui était le candidat quasiment qualifié de pro-russe, et pour se faire trahir, évidemment, par la classe dirigeante kievienne, totalement sous contrôle de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc ça, c'est de la colonisation. Voilà. Et les Russes, au contraire, ont lancé l'opération militaire spéciale pour libérer les peuples colonisés du Donbass, de la Nouvelle-Russie, et j'espère que l'armée russe ira le plus loin possible, en tout cas l'administration russe le plus loin possible, y compris jusqu'à Odessa, où depuis que l'espèce de skinhead dont j'ai parlé la dernière fois a été nommé chef de l'administration militaire, la statue de Pouchkine a été enfermé par des parois en bois pour plus qu'on voit la statue de Pouchkine. Voilà ce que c'est. Alors que Odessa est la ville russe par excellence. De toute manière, ça montre bien que la Russie ne pourra s'arrêter que lorsqu'elle aura récupéré Odessa. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire sur Jean-Noël Barrot. Mais on a deuxième moment bunker, et c'est un gamelin, c'est Gamelin Dourakovlev, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu celui-là, et alors là il nous épate. Je pense que l'armée russe est plus proche du point de rupture que l'armée ukrainienne, en réalité. Voilà, et ça faisait longtemps en fait qu'on n'avait pas entendu une telle ânerie et aussi absurde. Qu'en 2022, des gens limités intellectuellement avec peu de culture militaire, comme c'est le cas vraisemblablement du général Dourakovlev, aient pu prétendre que la Russie pouvait perdre la guerre, ce qui est complètement incroyable. C'était le cas du Gamelin Goya, exactement. Bon, en 2022-2023, ok, ils pouvaient encore se tromper, et puis il y avait une telle propagande, et puis l'OTAN racontait n'importe quoi, ils connaissaient pas l'armée russe. Bon, mais là, en ce moment où la Russie est en train de tailler en pièces l'armée ukrainienne, où la plupart des gens sérieux n'imaginent même pas que l'Ukraine puisse tenir plus qu'en 2026, ça laisse quand même rêveur. Donc voilà, double moment bunker, Gamelin Dourakovlev et Jean-Noël Barrot, une fois de plus, qui est au top. Derrière ces mensonges, il y a aussi, encore une fois, l'idée, la seule stratégie finalement de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est que l'Ukraine doit tenir encore 2 ou 3 ans en espérant qu'il se passe un miracle, que l'économie russe s'écroule, que je sais pas trop quoi, on invente une arme magique, un missile, un V2, un V3, un Tomahawk. Et ce thème de tenir 2-3 ans a été une fois de plus prononcé par Donald Tusk, donc le Premier ministre polonais. Il avait été pris par son ministre des Affaires étrangères, il a été dit également par le Cornu. Et donc c'est devenu leur obsession, essayer de tenir en attendant un miracle, en espérant que ce soit un démocrate qui soit élu à la tête des États-Unis dans 3 ans. Sauf que si c'est J.D. Vance, le résultat va exactement le contraire. D'ailleurs, J.D. Vance vient de déclarer qu'il y a 6 mois, il pensait pas que la guerre entre l'Ukraine et la Russie puisse s'arrêter rapidement. Et là, maintenant, il pense que si. Et la seule manière que ça s'arrête rapidement, évidemment, c'est la défaite de l'armée otano-kievienne sur le champ de bataille et le résultat des frappes dans la profondeur russe qui sont en train de ramener l'Ukraine à l'âge de pierre, ou plutôt à l'époque pré-communiste, puisque c'est les communistes qui ont construit quasiment toutes les infrastructures énergétiques en Ukraine. Donc voilà où on en est au niveau du mensonge. Face à ce déferlement de mensonges, il y a quand même des moments de vérité. Donc j'ai évoqué The Telegraph, donc avec cet auteur Roger Boyce qui explique que de toute manière ça va être terminé en avril parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de soldats, il n'y a plus rien, et que la victoire ne lui plaira pas à lui, qui est pro-Ukraine. C'est également ce que pense Dmitriev, qui est l'envoyé spécial de Vladimir Poutine aux États-Unis, qui a dit qu'il pensait que ce serait terminé d'ici 1 an, la guerre en Ukraine. Et on voit de plus en plus de moments de vérité dans le Sun, donc qui est un tabloïd anglais, qui est très populaire en Angleterre et qui n'est pas du tout pro-russe, témoigne du fait qu'ils étaient donc sur le terrain en Ukraine et que leur interprète a été kidnappé par le TTSK, c'est-à-dire les sergents recruteurs de Zelensky qui kidnappent les gens ouvertement en pleine ville. Donc que ça sorte dans The Sun, c'est quand même assez révélateur. Considération générale militaire maintenant, et j'en ai retenu 2 cette semaine. La première, c'est que selon The Telegraph, toujours ce journal anglais, d'après les chiffres officiels ukrainiens, 100 000 jeunes Ukrainiens
ont pu s'enfuir en 2 mois grâce, vous vous souvenez, normalement jusqu'à 25 ans, les jeunes n'avaient pas le droit de partir, et puis ils ont fait une exception en autorisant jusqu'à 22 ans à ceux qui voulaient de pouvoir partir à l'étranger. Et résultat, ça a été le sauve-qui-peut général, et plus de 100 000 jeunes sont partis. Ça montre bien que l'Ukraine, de facto, n'existe pas. Quand une jeunesse ne veut pas se battre pour défendre son pays, ça veut dire qu'encore une fois, le pays n'existe pas. Je rappelle, ils ont offert un pont d'or à la jeunesse, donc pour les 18-25 ans, pour qu'ils s'engagent. Il y a eu quelques centaines qui se sont engagés, et ça n'a absolument pas fonctionné. Donc ça révèle le véritable problème, et c'est aussi pour ça que l'armée otano-kievienne n'a pas d'infanterie. Il n'y a pas de jeunes. L'infanterie, c'est un sport de jeunes. Il faut avoir des genoux en bon état, un dos en bon état, parce qu'il faut courir, grimper avec 45 kilos sur le dos, plus l'arme et les munitions. Donc voilà, c'est la réalité. Et petit à petit, l'Occident dégénéré percute le monde réel. Et c'est le cas avec ce problème de recrutement qui devient dramatique pour l'armée otano-kievienne. Pour pallier ces problèmes de recrutement, il y a ces fameux TTSK, donc ces sergents recruteurs qui vont kidnapper les gens dans la rue, qui les tabassent, qui quelquefois les tuent, les blessent, gravement. Et il y a des histoires partout sur les réseaux sociaux ukrainiens. Et là, pour la première fois, il y a eu une défense organisée contre une camionnette de ces kidnappeurs à Odessa. Les Odessites se sont mis d'accord et ont attaqué la camionnette, l'ont renversée et ont gazé les kidnappeurs. C'est ambiance gilet jaune, quoi. Et donc ça, c'est un très bon signe. Alors que, encore une fois, maintenant, le chef de l'administration militaire à Odessa est un skinhead. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, si c'est le début d'un mouvement plus général, eh bien, on va se dire, enfin, ça y est, au moins une partie des Ukrainiens se soulève contre cette dictature infernale otano-kievienne. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires, donc la carte que je ferai passer à mes abonnés. Donc, tout d'abord, les frappes dans la profondeur. Il y en a eu toujours du côté russe, mais cette semaine, j'ai rien noté de vraiment particulier. En revanche, du côté ukrainien, c'est une attaque permanente des missiles russes de tout type, des missiles de croisière, des missiles hypersoniques, des drones. Il y en a partout. Ça a beaucoup frappé dans l'ouest de l'Ukraine. Ça a frappé sur Kiev, où il y a eu une succession de blackouts. Frappe sur Poltava également. Et puis là, je l'ai marqué en jaune, bombes planantes. Désormais, la Russie dispose de bombes planantes qui peuvent aller très loin. Donc là, visiblement, celle-là a dû être tirée à peu près à 150 km. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Les bombes planantes sont un accélérateur significatif de la victoire russe. Et on va maintenant sur la ligne de front. Donc sur Kherson, pour l'instant, rien. Comme je le pensais, vraisemblablement, les opérations russes ici sont plutôt faites pour attirer les réserves otano-kieviennes. On remonte plus à l'est. Donc là, les Russes ont repris leur progression et petit à petit s'emparent de Snepnogorsk à cet endroit-là et progressent le long de la rive du Dniepr en direction de Zaporozhye. Le front n'a pas trop bougé autour de Rekhovo. En revanche, comme d'habitude, c'est dans la direction donc, de Zaporozhye, d'est en ouest, à la fois sur la région de Dniepopetrovsk et sur la région de Zaporozhye, que ça avance bien. Là, on voit les Russes ont amélioré leur position et ont quasiment complètement traversé l'ultime ligne de défense otano-kievienne. Ils se sont emparés de Pavlovka, ils se sont emparés de Privelny ici, ils se sont emparés de Krasnogorsk ici, ils se sont emparés de Yegorovka, de Kugrushno ici, de Vishnoe ici, et ils sont à la limite de ces deux localités-là, Novo-Alexandrovka et Gaï ici. Voilà, donc là, rien ne semble pouvoir arrêter la progression russe. Plus au nord, maintenant, les Russes ont consolidé leur présence sur Ivanovka et on continue à avancer désormais à l'intérieur de Novopavlovka, première grosse localité de la région de Dniepopetrovsk dont les Russes pourraient s'emparer. Du côté de Pakrovsk, évidemment, là, c'est magistral. Donc Vladimir Poutine a annoncé qu'ici, il y avait 5500 otano-kieviens qui étaient coincés, donc un chaudron magnifique. Donc Rodinskoye a été complètement capturé. Vous êtes quelques-uns à me demander cette pointe ici que j'ai mise, pourquoi je l'ai mise? Parce que sur la plupart des cartographes, elle n'y est pas. En fait, je rappelle que ma source fondamentale, moi, c'est Yuri Podolaka. Et Yuri Podolaka affirme qu'il y a une présence, alors c'est pas forcément des grosses unités, mais des présences d'unités de reconnaissance jusqu'au nord de Grishno.
à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette pointe avancée. Concernant cette localité-là, c'est celle qui a été soi-disant choisie pour être une nouvelle zone de défense. Et c'est notamment là que les unités liées à Azov, donc qui comme d'habitude sont partis en courant dès que ça commençait à chauffer, comme Azovstal, comme à Avdiivka, comme dans toutes ces contre-offensives qu'on nous a vendues et qui finalement n'ont abouti à rien, donc ils se sont enfuis dans la grande tradition d'Azov. Mais a priori, ça n'a pas suffi puisque, et ça, encore une fois, c'est les sources ukrainiennes, l'armée russe est déjà en train de rentrer dans Grishny, ici à cet endroit-là. Donc elle a décidé de continuer son mouvement pour empêcher précisément les Otanokieviens de consolider une nouvelle position de défense. Et puis, à l'intérieur, on le voit, les Russes avancent sur toute la zone de front. De toute manière, là, désormais, on a un chaudron. Donc, soit les soldats otanokieviens vont se rendre, soit ils seront détruits. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a proposé de laisser rentrer la presse pour qu'elle puisse assister à la reddition de ces milliers de soldats otanokieviens, comme elle avait pu assister à la reddition à Mariupol. Voilà. Sinon, la Russie consolide également ses positions au nord d'Oudachnoe, ici, et a pénétré cette localité-là, à cet endroit-là. Plus au nord, on se souvient de la contre-offensive magique, encore une fois menée par des Azovtsés, donc qui a complètement raté. La ligne de front n'est pas claire du tout. Je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire qui a pris quoi. Donc pour l'instant, j'ai touché à rien. Ce qui est clair, c'est que Kiev n'a pas laissé tomber. Il continue à envoyer des renforts qui essaient toujours au moins d'empêcher les Russes de s'emparer de Charkovo à cet endroit-là. Donc il faudra attendre, je pense, la semaine prochaine pour peut-être y voir un peu plus clair. Du côté de Konstantinovka, les combats continuent à l'est de la localité puisque les Russes y ont pénétré, mais c'était déjà le cas la semaine dernière. Du côté de Seversk, là aussi un bastion qui pourrait tomber prochainement. Les Russes se sont emparés de Dronovka et ça c'est extrêmement important parce que désormais ils contrôlent les hauteurs et donc ils contrôlent l'ultime axe d'approvisionnement de Seversk, tandis que les troupes russes au sud de la ville ont pénétré à l'intérieur de la localité de Zvanovka, à cet endroit-là. Donc le sort de Seversk semble désormais scellé. Combien de temps ça va prendre, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Et là, on est content de l'apprendre, mais a priori, les Russes ont complètement nettoyé la localité de Yampol. Donc ça, c'est un des bastions. Les Ukrainiens s'en étaient réemparés en 2022. Donc là, on est content de voir ça. Ils sont arrivés à la frontière nord de Dobrovo, à cet endroit-là. Et puis, ils ont pénétré à l'intérieur de Krasny Liman beaucoup plus rapidement que je ne l'imaginais. Donc ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Ils continuent à pousser vers la rivière Donetsk, ici également vers l'ouest. Donc là, les choses vont bien à un bon rythme également. Là où les Russes vont très fort également, il y a donc le deuxième gros chaudron après Pakrovsk, c'est Kupiansk. Les Russes ont avancé de partout. L'avancée la plus importante qui date d'aujourd'hui, donc jeudi 30 octobre, c'est la prise de Sadovoe, ici, à cet endroit-là, qui condamne en fait les troupes otanokieviennes qui n'auront pas eu le temps d'évacuer la rivière est de la rivière Oskol, et bien qui les condamne à un encerclement, puisque désormais, toutes les voies de passage sont contrôlées, au moins par les drones, par les troupes russes. Et d'ailleurs, le général Drapaté, qui dirige les opérations à cet endroit-là, d'après les informations qu'on a donné l'ordre d'évacuer cette zone. On va voir s'il a donné cet ordre à temps. En tout cas, ce qui est clair, que ça va être très compliqué pour traverser, surtout qu'à cette époque, il commence à faire froid. Sinon, comme on le voit, les Russes ont avancé dans la localité de Grushkovka, à cet endroit-là. Plus au nord, ils se sont emparés de la localité de Kurilovka et ont pénétré dans la localité de Kupiansk-Vulovvoe, ici. Ça s'est passé tellement vite qu'effectivement, on peut imaginer que les soldats otanokieviens se sont enfuis. Et les Russes ont pénétré au nord de Petropavlovka, à cet endroit-là. Mais c'est pas fini. Les Russes ont consolidé également leur position plus au nord en s'emparant de Bologovka, à cet endroit-là. Ils continuent leur poussée à partir de Kupiansk et se sont emparés, ça reste à confirmer, de la localité de Silnokovo, donc au sud de Kupiansk, c'est-à-dire que la bataille de Kupiansk est quasiment terminée. Pour ralentir la progression russe, les Otanokieviens ont fait sauter un barrage en espérant inonder une partie de la zone. Ce qui s'est passé réellement, il y a une partie des tranchées russes qui ont été inondées, mais ça n'a absolument pas ralenti l'avancée de l'armée russe. Donc c'est raté. Comme on le voit, excellente semaine du point de vue militaire pour l'armée russe. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 30 octobre 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
encore une fois, vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux. Emmanuel Macron menace de mettre la censure contre ces fameux réseaux. L'Union européenne est terrorisée par la liberté d'expression. Donc allez-y sur Telegram. J'aimerais bien qu'on repasse au-dessus des 73 000. Faites-moi atteindre les 110 000 sur Twitter. Faites suivre tous nos contenus et puis pour nous permettre de progresser. Voilà. Faites un don. Apprenez également le russe. Venez nous voir en Russie. Nous avons des partenaires pour ça. En tout cas, comme vous l'avez vu, les nouvelles diplomatiques sont bonnes. Les nouvelles sur le front sont excellentes, très bonnes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une telle accélération. Donc voilà, courage, tenez bon. On les aura.